Pour ou contre? Tous les jours, 11h midi sur leur FM. Après un divorce, la garde de l'enfant est toujours une chose qui fait débat. Malgré une forte majorité de cas où l'enfant reste aux côtés de sa mère, plusieurs associations souhaitent créer et surtout que le père soit davantage considéré comme option, chose encore trop peu fréquente. Mais en ne voyant plus ou presque plus l'un ou l'autre de ses parents, l'enfant va subir un manque et peut parfois avoir un sentiment de culpabilité. Et à l'inverse, le parent ne voyant plus son enfant peut souffrir en se sentant exclu de la relation avec l'enfant. Alors il est donc 11h, on n'avait pas eu le temps de terminer cette émission qui avait beaucoup fait réagir du côté du Standard. On va retrouver d'ailleurs des auditeurs qui avaient voulu réagir à la première émission, qu'on n'avait pas eu l'occasion malheureusement, faute de temps, de les passer à l'antenne. Vous allez pouvoir d'ores et déjà vous inscrire si vous voulez nous donner votre avis sur la garde des enfants. Comment se passe un divorce? Est-ce que vous avez été vous confronté au divorce et du coup au choix de la garde des enfants? Inscrivez-vous très rapidement, je vous le dis, du côté du Standard parce qu'il va pas y avoir de la place pour tout le monde. Ça risque d'énormément sonner ce matin. 03 82 21 04 04 si vous voulez nous donner votre avis. On va en discuter avec nos invités. Est-ce que la place du père doit être plus importante dans un divorce? Voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Alors surtout, n'hésitez pas à nous appeler. Donc du côté du Standard 03 82 21 04 04. Vous réagissez également sur les réseaux sociaux. On va en discuter avec tous nos invités en studio avec nous. Nous avons le plaisir d'avoir Alexia Mézet qui est médiatrice familiale à l'Abscisse Émergence de Thionville. Bonjour Alexia. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Il va falloir mettre le micro bien proche de votre bouche et parler assez fort pour qu'on puisse vous entendre. Et puis avec nous également Carole Touche qui est médiateur familial en formation du côté de l'espace rencontre à Thionville. Bonjour Madame Touche. Bonjour. Merci d'avoir également accepté notre invitation. Alors je vous rappelle qu'on va parler aujourd'hui de la garde des enfants. Et en général, les enfants, au final, même si on n'y pense pas, c'est sûrement les premières victimes d'un divorce, Alexia. Alors oui, effectivement, dans les conflits familiaux, en cas de divorce, les conflits se répercutent sur tous les membres de la famille et en particulier les enfants. Et c'est toujours difficile de concilier tous les besoins psychologiques, affectifs, économiques de chacun. Et souvent, la colère, la rancœur augmentent les disputes. Et c'est pas rare que les enfants soient pris consciemment ou inconsciemment en otage. Carole, je crois que c'est la plus grande des bêtises justement de prendre ses enfants en otage, comme le signalait Alexia. Il va falloir vous mettre face au micro pour qu'on puisse vous entendre à la radio. C'est le principe de la radio. Donc c'est vrai qu'en général ils sont pris en otage ces enfants et encore pire quand on leur dit oui mais tu sais ton papa nanani vaudrait mieux venir à la maison chez maman. C'est pas bon, c'est pas la bonne ambiance pour les enfants ça. Non, effectivement, il est important d'éviter la prise d'otages et les placer dans des conflits de loyauté. C'est vrai que les séparations éveillent beaucoup d'émotions, beaucoup de rancœur parfois, et les enfants peuvent être prisonniers de choses d'adultes qu'ils ne maîtrisent pas. Aujourd'hui, on va avoir l'occasion d'en parler, de développer. Avec nous également au téléphone, nous avons le plaisir d'avoir Gérard Révérend, président de l'association Les Papas, Les Mamans. Bonjour Monsieur Révérend. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également Stéphane Ditchev, secrétaire général de la Fédération des mouvements de la condition paternelle. Bonjour Monsieur Ditchev. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors messieurs, on va commencer avec vous Monsieur Révérend. La place des papas est malheureusement trop souvent une option qui n'est pas utilisée lors d'un divorce. Tout à fait. Alors, ça passe par les juges. Effectivement, il y a des conflits qui sont difficiles à gérer parce qu'il se joue beaucoup de choses, que les juges ont peu de temps. Alors, pour parler d'un sujet, il faut voir un petit peu dans sa dimension sociale. Là, on dispose d'un rapport récent, puisqu'il vient de sortir en novembre 2013. Donc, dans les situations de désaccord sur la garde des enfants, que font les juges? Donc là, il s'agit d'une étude qui couvre l'ensemble de la France pendant une quinzaine de jours. C'est la première étude de ce type qui n'est pas fragmentaire, c'est-à-dire qui va prendre l'ensemble des décisions sur une période. Donc je vais me permettre de vous lire un petit peu une page de ce rapport sur les désaccords. Lorsque le père demande une résidence chez lui et que la mère souhaite une résidence chez elle, le juge prononce 62% des enfants une résidence chez la mère et 36% chez le père, soit quasiment 2 fois moindre. La résidence alternée, qui pourrait apparaître comme une alternative à ces deux choix, n'est prononcée que pour 2% des enfants. Dans les situations où le père demande une résidence alternée et la mère une résidence chez elle, on constate que le juge prononce une résidence chez la mère dans les 3/4 des situations et la résidence alternée dans 1/4. Enfin, lorsque le père demande une résidence chez lui alors que la mère propose une résidence
alternée. Le juge fixe une résidence chez le père dans 60% des situations, une résidence en alternance dans 40%. On voit qu'il y a plusieurs poids, plusieurs mesures. Alors, Monsieur Révérend, vous nous annoncez des chiffres, vous nous expliquez donc 62% quand le père demande n'obtient pas la garde, c'est donc la mère qui l'obtient, 36% l'obtient, c'est bien ce que vous m'avez dit? C'est ça. Il reste 2%. Qu'est-ce que c'est que ces 2%? Les 2%, c'est la résidence alternée. Donc, d'accord. Alors, quand les deux parents demandent la garde principale, une option élégante pourrait être de mettre balle au centre avec une résidence alternée. Ça ne concerne que 2%. On voit que si les pères sont défavorisés, c'est grosso modo de 1 à 2, quand même. Donc, on voit bien qu'il y a une discrimination particulière qui a été longtemps déniée par les milieux judiciaires et l'ensemble des milieux qui se préoccupent de ce type de choses. Là, aujourd'hui, on en a une preuve absolument irréfutable, qui renvoie à des tas de questions. Critiquer, c'est une bonne chose. Et après, il faut proposer, il faut analyser. Donc, qu'est-ce qui se joue derrière? Il se joue une norme sociale, une double norme sociale. La première, c'est celle d'un maternalisme historique et politique. Les gouvernements, il n'y a pas qu'en France, mais plus notamment en France, et plus notamment depuis la période de Vichy, où on a une glorification maternelle qui est devenue institutionnelle, où on a poussé les mères à n'être que mères, à rester au foyer, donc avec un tas de mesures qui vont avec, et à ne garder au rôle du père qu'un rôle de pourvoyeur de soins qui peut être absent dès lors qu'il a donné son nom et puis qu'il paye qui survient aux besoins de l'enfant. Mais c'est quand même un courant arriéré, ça, Monsieur Révérend, pardon. C'est complètement arriéré, c'est complètement obsolète, c'est complètement opposé aux souhaits qui touchent pratiquement tous les partis politiques d'une démocratisation de la sphère privée vers une égalité homme-femme pour lequel il faut faire beaucoup de choses. Et là, on voit bien sur ces décisions que, en cas de désaccord, on favorise ce modèle-là, qui est l'enfant qui va avec la mère pourvoyeur de soins, et père pourvoyeur financier. Voilà. Et effectivement, vous avez soulevé la vraie question de fond, c'est que ça repose sur des normes, sur des représentations qui sont obsolètes, mais qui continuent d'être jugées à grande échelle. Alors, c'est vrai qu'on a un très fort taux d'accords parentaux dans les décisions judiciaires, 80%, avec garde à la mère, majoritairement. C'est vrai que quand les gens sont d'accord, ils choisissent eux-mêmes cette norme, parce que c'est une norme, et qu'en cas de crise, on se réfugie vers ce qui est connu, c'est ça. Et il faut, je crois, vraiment changer la norme, si on veut que ce soit plus juste. Alors, on peut dire beaucoup de choses sur ces questions de séparation qui soulèvent des passions, des polémiques, et la polémique tue le débat, et pendant ce temps-là, ça continue de perdurer avec des gamins qui passent à la moulinette au milieu, dans des conflits qui sont pas du tout sains pour eux, ni d'ailleurs pour les deux parents, mais dont il faut bien comprendre derrière que ces conflits sont des conflits de modèles sociaux et de modèles politiques. Mais alors, je vais poser la question à Stéphane Ditchev. Aujourd'hui, la conjoncture a changé en France dans les années 2000. La femme n'est plus attribuée au rôle de ménagère, autant employer les mots clairement. Monsieur Ditchev, est-ce que le manque d'implication d'un père au sein d'un foyer familial, parce que c'était une des questions qui est beaucoup revenue lors de notre première émission, finalement ne lui est pas retombé dessus et n'arrive pas à obtenir des gardes, parce que c'est vrai que très souvent qui s'occupe des enfants à l'école, malheureusement très souvent c'est la maman. C'est la maman dans un joli pourcentage dans des sondages pour les pourcentages qui a un temps partiel pour le travail et non pas un temps plein. Alors est-ce qu'aujourd'hui au final les papas pourraient redresser la barre dans l'autre sens? Alors écoutez, nous ce qu'on constate depuis longtemps, c'est qu'effectivement la société a bougé, la société a évolué. C'est-à-dire que nous constatons que les pères s'occupent de plus en plus de leurs enfants. Nous l'avons constaté depuis particulièrement ces 40 dernières années. Pas à 100%, peut-être, mais les pères s'occupent de plus en plus des enfants. C'est une évolution de la société. Or, les
institutions de la société n'ont pas beaucoup évolué. Et souvent, entre autres, du côté de l'institution judiciaire, on continue à juger comme avant, en pensant que seule la mère est capable de bien élever son enfant, etc. Nous pensons, dans nos propositions et nos analyses, que nous sommes dans une société d'égalité, ou tout au moins nous devrions l'être, où il devrait y avoir véritablement égalité entre père et mère, de la même façon égalité entre hommes et femmes. À ce titre-là, le juge, qui souvent intervient dans les histoires de séparation, quasiment toujours évidemment dans les divorces, mais au-delà des divorces, il y a aussi tous ceux qui ne sont pas mariés, donc le juge intervient très souvent dans les séparations, et le juge devrait être, je dis bien devrait être le garant pour l'enfant, que cet enfant puisse garder ses deux parents. Alors, c'est la seule fois où j'utilise le mot garde, parce qu'autrement on parle de résidence. L'évolution de la société fait aussi que l'enfant n'est plus un objet de garde, ou même un sujet de garde. Pour l'instant, on parle de résidence. Les parents ont les mêmes droits en théorie, de par la loi, et donc l'enfant devrait pouvoir bénéficier de ce même droit égalitaire. Ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Il faut que la loi soit plus précise, il faut que les pratiques des institutions soient plus égalitaires. Est-ce que M. Ditchev, vous avancez qu'au final les juges restent quand même dans une pensée un peu arriérée où seule la mère peut s'occuper des enfants? C'est un petit peu le reflet de la petite statistique, qui n'est pas tout à fait une statistique, ça a été fait sur peu de jugements, qu'évoquait M. Révérend tout à l'heure. Il y a aussi le fait, et nous on le voit bien sur le terrain, comme on dit, d'une façon très concrète, que beaucoup de pères ne demandent pas la résidence de leur enfant, parce qu'ils en sont dissuadés par l'institution elle-même, et entre autres par leur propre avocat, ou même pas seulement les avocats, c'est toutes les institutions en France. Oui, mais pas seulement parce qu'ils sont pères, pas seulement parce qu'ils sont pères, Monsieur Ditchev. Vous savez, le juge ne va pas le décider, donc faut pas le demander. Oui, mais parce que si les avocats, c'est dommage que Maître Borella n'est pas là aujourd'hui pour nous donner son avis. On va peut-être essayer d'ailleurs de l'appeler Maître Borella, voir si elle est disponible pour nous donner son avis là-dessus. En tout cas, Monsieur Ditchev, je pense que si le juge, si l'avocat du plaignant réagit comme ça, je pense, vous allez pouvoir me dire si je me trompe, on va pouvoir demander également à nos médiatrices qui sont là. Je pense que c'est une question de disponibilité aussi, c'est pas uniquement une histoire de sexe. C'est une question d'habitude et de routine. Nous, depuis fort longtemps, ça fait plus de 30 ans, qu'on a d'ailleurs inventé la médiation familiale, ne l'oublions pas. Ce sont nos associations qui avions proposé justement de créer ce nouveau corps professionnel de façon à ce que cette égalité puisse se gérer, puisse se discuter. Vous savez, une médiation familiale que nous proposons dans tous les cas, cela ne peut être effectif et efficace d'ailleurs que s'il y a un principe d'égalité entre les deux parents. Et d'ailleurs, c'est peut-être la raison pour laquelle, c'est tout au moins une des raisons pour nous, pour laquelle la médiation familiale ne fonctionne pas tant que ça aujourd'hui. C'est qu'on s'aperçoit que si on sait que c'est inégalitaire quand on va se présenter devant une audience, devant un juge, dans une procédure, c'est vrai que la négociation, elle est très difficile, y compris en médiation familiale. Donc on voit beaucoup de parents, aussi bien pères que mères, qui ne souhaitent pas aller discuter en médiation familiale dans ce face-à-face, pourtant face-à-face utile et nécessaire, parce qu'ils savent que c'est déséquilibré et que pour que la médiation familiale fonctionne, il faudrait vraiment que la loi précise, la loi et pas seulement la loi, toutes les institutions précisent cette égalité nécessaire pour l'enfant. Alors, 11h13, on va continuer cette discussion très rapidement, mesdames. Alexia, aujourd'hui, est-ce que sincèrement c'est vraiment une question d'idéologie de la mère maternelle qui doit automatiquement s'occuper des enfants? Est-ce que vous sentez une évolution? Alors, moi, je pense que ce qui est important, c'est qu'on sait que l'enfant souffre au cours des séparations. Ce qui est destructeur pour l'enfant, c'est pas la séparation en tant que telle, c'est justement le conflit entre les parents. Et un enfant aime ses deux parents, veut continuer d'aimer ses deux parents, et s'ils se font la guerre, c'est aussi la guerre à l'intérieur de lui. Au niveau du tribunal, je pense que ça évolue un petit peu, parce qu'effectivement, la médiation familiale, c'est un outil qui est à la disposition des juges, effectivement, il faut que les deux parents acceptent de se rencontrer, et comme
dit Monsieur Ditchef, c'est très profitable quoi de se rencontrer. Après, effectivement, les statistiques peuvent un petit peu décourager le père en disant la mère a un peu plus de pouvoir que moi, puisque si elle décide d'avoir la résidence principale, a priori on lui accorderait. Moi je pense que la médiation familiale elle a quand même toutes ses chances, parce que on redonne justement l'égalité aux deux parents. S'ils acceptent de discuter, on s'intéresse pas à savoir qui va gagner, qui va perdre. C'est vraiment on s'intéresse à l'enfant. Votre enfant va mal, pour qu'il aille mieux, il faut aussi que vous soyez dans la communication, pour que vous puissiez communiquer ensemble sur lui, et c'est ce qui va faire qu'il va mieux. Donc après les parents, ils prennent aussi leurs responsabilités. Ils s'aperçoivent qu'effectivement c'est profitable pour leur enfant, que si leur enfant s'aperçoivent que les deux parents continuent de communiquer à son sujet, il va mieux quoi. Alors Carole de l'espace rencontre à Thionville, est-ce que c'est pas un manque de maturité des parents quand il y a conflit autour de l'enfant? Parce qu'on peut très bien ne plus s'aimer, on peut très bien divorcer, mais s'il vous plaît, restons adultes, pensons à l'enfant à un moment donné. Dire que c'est un manque de maturité me semble un petit peu excessif, mais je pense que peut-être un manque d'information, et comme le disait Monsieur Révérend et Ditchef, on est dans une période de changement de normes. On est dans une société où les choses elles évoluent, et les personnes les familles elles évoluent aussi en fonction de cette société. Et la médiation familiale elle devient un outil en fait pour ces familles qui sont dans une situation d'évolution. Et la médiation familiale, en fait, est un outil à disposition des juges, comme le disait Alexia Mézé, mais aussi à disposition des familles. Ça leur donne une chance de pouvoir se mettre autour d'une table et de discuter de leur propre avenir. Et ça, c'est effectivement, je crois à cet outil-là, parce que ça permet aux personnes de discuter dans un cadre très précis de non-violence, de libre circulation de parole, et de tomber ensemble, de travailler ensemble autour d'accords qui vont pouvoir être satisfaisants pour chacun. Comme le disait Alexia Mézé, il n'y aura pas de gagnants et de perdants, et les accords vont être travaillés autour des besoins de l'enfant, dans un climat de coopération et non pas d'affrontement. Et je pense qu'en ça, l'outil de la médiation familiale, effectivement, doit pouvoir être relayé au plus grand nombre. Mais j'ai peur que ce soit un petit peu utopique cette vision. Je peux juste ajouter une chose, c'est que, alors au moment de la séparation, c'est vrai que c'est très conflictuel, donc c'est un moment extrêmement tendu et difficile pour les parents, pour les enfants. Mais parfois, les parents en fait reviennent quelques années plus tard, parce qu'ils s'aperçoivent que l'enfant des troubles. Ça peut être de l'échec scolaire, ça peut être de l'agressivité, ça peut être des symptômes psychosomatiques, perte d'appétit, perte de sommeil. Et les parents, ils finissent par s'en rendre compte, et c'est à ce moment-là qu'ils sont peut-être plus facilement dans la communication, avoir envie de communiquer avec l'autre parent en disant il y a quelque chose qui va pas avec notre enfant, il faut vraiment qu'on discute ensemble. Donc parfois c'est pas dans le feu de l'action au moment de la séparation, ils peuvent revenir même 2-3 ans plus tard, quoi. Il y a ce phénomène de culpabilité également chez l'enfant. Est-ce qu'au moment où on décide de divorcer avec son épouse ou son époux, il faut vraiment poser les choses et expliquer clairement à un enfant, même s'il a 5 ou 6 ans, lui expliquer peut-être aujourd'hui, voilà, papa et maman aujourd'hui ne vivront plus ensemble, nous on t'aime, tu n'as aucun remords à avoir par rapport à cette situation, tu n'y es pour rien, c'est les choses de la vie. Est-ce que c'est pas plutôt dans ce sens-là qu'il faudrait prendre, plutôt que, et vous ne pouvez pas me dire le contraire, parce qu'on en a tous autour de nous des parents qui se déchirent pour la garde des enfants, et aujourd'hui, moi, le constat que je peux en faire, c'est les enfants qui souffrent les premiers, et non pas les parents. Et c'est là où je parle d'un peu d'égoïsme et peut-être d'immaturité. On va avoir l'occasion de continuer à en discuter. 11h18, on prend la direction de l'inforoute et on va continuer de discuter avec tous nos invités. Vous nous appelez au standard 03 82 21 04 04. Vous allez pouvoir nous donner votre avis sur la garde des enfants. Vous avez été confronté au divorce, ou vous êtes même un enfant de divorcé. Venez nous donner votre avis. 03 82 21 04 04. L'Or FM.
Jusqu'à midi sur leur FM, on parle de la garde des enfants après un divorce et on s'intéresse également un petit peu au sort des papas qui est malheureusement trop souvent, ou pas d'ailleurs, on a l'occasion d'en discuter, mis de côté lors de la décision de la garde des enfants. On en discute avec nos invités tout à l'heure. Nous aurons le plaisir d'avoir Maître Olivier Reich qui est donc avocat et également correspondant local de l'association SOS Papa qu'on va retrouver d'ici un quart d'heure. Avec nous en studio, le plaisir d'avoir également Carole Touche, formatrice qui est en formation, je vais y arriver, de médiateur familial au sein de l'espace rencontre à Thionville, et Alexia Mézier qui est médiatrice familiale à l'APSI Émergence de Thionville. Merci d'être ici avec nous. Au téléphone, Gérard Révérend, président de l'association Les Papas, les Mamans, et Stéphane Ditchev, secrétaire général de la Fédération des mouvements de la condition paternelle. Alors, juste avant la coupure, on parlait justement de ces enfants qui sont victimes de ces divorces, et ça vous a fait un petit peu bondir, Carole, quand je parlais d'immaturité, mais au final, lorsqu'on décide de divorcer, on sait que déjà le couple est terminé. Donc c'est déjà entre guillemets de l'histoire ancienne, il faut régler l'après-couple, non ? Non, justement, c'est la séparation, c'est pas de l'histoire ancienne, c'est justement beaucoup de choses de l'histoire qui sont soulevées et qui sont remises sur la table, et prendre des décisions cruciales pour la vie future dans des conditions, dans un contexte de souffrance, et c'est justement quelque chose de très difficile. Alors mais oui, je veux bien le concevoir. Alors peut-être que je n'ai pas été du coup touché par un divorce et je n'ai pas eu à réfléchir pour la garde des enfants, mais quand même, on voit les difficultés, les dommages que ça peut causer à un enfant. Et moi, la question, vous qui fréquentez les familles plus que moi, du coup, qui sont victimes de divorce, comment les parents n'arrivent pas à penser en priorité au sort des enfants, et surtout à la psychologie de l'enfant qui peut être bafouée en l'espace de quelques mois de divorce? Alors c'est tout le contexte émotionnel qui accompagne la séparation, c'est très douloureux, et là encore une fois, je le disais au tout début, c'est vraiment difficile de concilier tout ce qui est besoin affectif, psychologique, même économique, qui des fois entre dans cette situation-là, et les parents, c'est pas qu'ils pensent plus à leurs enfants, pas du tout, ils continuent d'aimer leurs enfants bien sûr, mais ils sont un petit peu rattrapés par toute cette douleur, toute cette souffrance, et ils en viennent à réfléchir après peut-être un peu différemment, ce qui fait que au niveau du juge, c'est pareil, ils sont aussi envahis par toutes ces émotions, par toute cette crainte, cette peur, cette souffrance. En médiation familiale, c'est aussi sur ça qu'on parle quand on essaye de parler avec eux, de quoi ils ont besoin, de ce qui les fait souffrir, et petit à petit, du coup, on revient à parler de l'enfant, puisqu'on sait que l'enfant peut se sentir coupable de la séparation, mais lorsqu'il sait que ses parents continuent de se rencontrer, de se parler pour lui, il reprend aussi confiance en son avenir. Gérard Révérend, vous êtes donc président de l'association Les Papas, les Mamans. On va arriver au terme de la première partie de cette émission. Est-ce que vous pouvez nous donner la ligne directive du combat de l'association Les Papas, les Mamans au final? Oui, on se dissocie un petit peu d'autres mouvements de séparation des pères qui semblent tous converger vers une panacée peut-être un peu idéale, où la résidence alternée serait une panacée pour tout le monde, ce qui ne nous semble pas tout à fait raisonnable. Il faut, à partir d'analyses, je pense, proposer des solutions tierces, redéfinir le droit de visite et d'hébergement qui inclut le lien entre le parent qui n'a pas la garde et ses enfants, qui n'existe pas dans la loi. Ça, faut savoir que c'est un simple usage qui est totalement obsolète. On voit bien, à partir notamment d'études inédites récentes, donc puisqu'elle est de mai 2013, combien ce droit de visite va éroder dans le temps, parce que s'il n'y a pas assez de fréquence et de temps passé, avec le parent non gardien, quand on dit parent non gardien, il s'agit la majeure partie du temps on peut avoir la même problématique quand c'est la mère qui est concernée. Donc il faut redéfinir ces droits de visite. Nous, on pense que parmi les solutions tierces qui seraient à proposer, il faudrait notamment qu'un droit de visite soit au minimum hebdomadaire. Or, il faut savoir que actuellement, ce qu'on appelle de manière un petit peu hypocrite le droit de visite et d'hébergement élargi est très mal élargi, puisque la plupart du temps, on rajoute au droit de visite et d'hébergement classique seulement un mercredi sur 2. Nous avons pas mal de dossiers de pères qui se sont battus sur ces bases-là pour avoir tous les mercredis et qui se sont fait retoquer, y compris en cours d'appel. Donc on voit bien combien l'institution judiciaire est attachée à ce droit de visite et d'hébergement dit classique, qui dissocie
manière très pratique un parent de ses enfants, avec des souffrances pour les enfants d'abord, parce qu'un enfant a besoin de ses deux parents, qui va faire souffrir le père de par l'exclusion, mais également qui va entraîner chez la mère concernée un surcroît de travail et de soucis. Donc là, c'est tout perdant. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, tout le monde est perdant. Parmi nos propositions, on a noté que la question de l'attribution de la pension, qui est un sujet très sensible, parce que s'il y a pas mal d'accords, 80%, sur la résidence de l'enfant, par contre, les désaccords sur la pension sont extrêmement fréquents. Or, on se rend compte que c'est un total arbitraire. Il y a d'ailleurs eu récemment, je crois que c'est ce mois-ci, dans un magazine qui s'appelle Mieux vivre votre argent, donc très sérieux, qui s'occupe du budget des familles, qui parle de loterie des pensions, et des pensions alimentaires, et ce, malheureusement, de manière parfaitement justifiée. Selon le tribunal ou le juge sur qui vous tombez, vous n'aurez pas la même décision. D'ailleurs, idem pour la résidence de l'enfant. On a une disparité totale, c'est un petit peu, c'est une loterie. Donc, il existe par ailleurs des barèmes de pension qui sont issus du ministère de la Justice, qui se trouvent être illégaux, on croit rêver, parce qu'en fait, la législation est très bien faite, puisqu'elle prévoit que la pension doit être attribuée en fonction des ressources des deux parents, c'est-à-dire qu'il y a 4 variables, les revenus, et les charges incompressibles. Nous, on propose, et je pense que ce serait une bonne façon de pacifier les choses, parce que souvent les tensions affectives vont se cristalliser sur ces questions financières qui sont aussi vitales, d'avoir un mode de calcul qui soit extrêmement précis, comme on l'a par exemple pour les impôts, et où tout le monde soit loti à la même enseigne, et où il n'y ait plus de tiraillement à ce niveau. Voilà. Et je pense au final, parmi nos préconisations, que nous, on n'est pas du tout pour une systématisation de la résidence alternée. On va se faire des ennemis parmi les associations de pères, c'est pas grave, on assume complètement. Par contre, l'inscription symbolique dans la loi d'une résidence alternée comme modèle de base, modèle prioritaire. Ça serait votre principal combat, votre cheval de bataille, monsieur Révérend. La résidence alternée, non. Pas un tout résidence alternée. C'est vraiment, je pense qu'il faut l'inscrire en tant que mesure pour changer la norme, mais il faut aussi que la norme change quand il n'y a pas de résidence alternée. De toute façon, même si on marquait ce soir dans la loi que la résidence alternée... Ça changerait pas grand-chose. Ça changerait pas grand-chose puisque c'est au nom de l'intérêt de l'enfant que les résidences alternées sont refusées. Et ça a été également un grand débat. Je vous remercie beaucoup, monsieur Gérard Révérend. On rappelle, vous êtes président de l'association Les Papas, les Mamans. Stéphane Ditchev, secrétaire général de la Fédération des mouvements de la condition paternelle. On va vous laisser également conclure cette première partie avec vos chevals de bataille, également le combat de l'association, de la fédération. Notre axe principal, de fait, c'est un double axe. C'est d'une part une stricte égalité de droit entre hommes et femmes, entre père et mère, entre parents, égalité de droit dont les enfants ont besoin, et ça c'est l'intérêt de l'enfant. Ça c'est un premier axe. Et le premier axe, le second qui s'entrecroise complètement, c'est valoriser à tout prix la médiation familiale. C'est-à-dire que c'est en médiation familiale que les parents vont discuter ou reprendre la discussion. C'est en médiation familiale que les parents, qui parfois ont eu quelques blessures, quelques désaccords importants, c'est en médiation familiale qu'ils vont reprendre confiance. C'est en parlant qu'ils vont reprendre confiance. Or, nous nous opposons actuellement aux pratiques qu'on pourrait appeler le tout judiciaire. Le tout judiciaire, ça ne marche pas. Vous savez, au tribunal, c'est pas un lieu de dialogue. Même au contraire, le tribunal est un lieu où on s'oppose, où on se bagarre, et je dirais même que le tribunal, c'est le début de la guerre. Donc il faut à tout prix orienter les parents vers la médiation familiale parce que le dialogue est nécessaire. Vous savez, lorsqu'il y a une séparation, souvent les parents sont dans un choc émotionnel, un double choc émotionnel, parce que souvent c'est la perte, souvent c'est ressenti comme étant difficile parce que c'est la perte de l'autre dans la conjugalité, et pour beaucoup de personnes, c'est aussi la perte de l'enfant.
Donc, évidemment, il y a un choc émotionnel. Après, on peut dire les parents sont pas intelligents, ils manquent de maturité ou je ne sais quoi, etc. Eh bien, justement, c'est l'égalité de droit qui va leur redonner des bases solides, et ce sont ces bases solides qui doivent être rediscutées en médiation familiale. Voilà, donc, c'est à peu près la même chose. Égalité de droit et dialogue, donc il faut à tout prix valoriser et étendre la médiation familiale pour qu'il y en ait partout de plus en plus et que les parents petit à petit aillent beaucoup plus discuter en médiation familiale, même si c'est difficile, plutôt d'aller chercher un bon procès, un bon avocat, un bon juge, etc. Et ça, c'est toujours la catastrophe. Alexia? Alors je voulais juste aussi préciser que même dans le Code civil, c'est l'article 373.2.2 du Code civil qui précise bien que chacun des pères et mères doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Oui, donc ça reste, mais est-ce que c'est vraiment utilisé à chaque fois, ça? Ben, ça devrait. Ça devrait, en tout cas. Stéphane Ditchev, vous êtes donc secrétaire général de la Fédération des mouvements de la condition paternelle. Merci beaucoup d'être intervenu sur cette antenne. 11h35, on prend la direction de l'inforoute et on entame la deuxième partie de cette émission. L'Or FM. Il est quasiment midi moins 20 sur l'Or FM et depuis le début de cette émission, nous parlons des divorces et de la garde des enfants. On accueille tout de suite au téléphone avec nous Maître Olivier Reich, qui est représentant de l'association SOS PA. Bonjour Maître. Bonjour. Je vous remercie beaucoup sur le pied levé d'avoir accepté notre invitation sur le conseil de notre députée Anne Gromersch qui nous a donné votre contact. Alors Maître Reich, on parle aujourd'hui du divorce, de la garde des enfants. Dans la plupart des cas, c'est la mère qui obtient la garde des enfants. Comment aujourd'hui on peut imaginer que dans les années futures, la balance pourrait, pourquoi pas, être inversée? Alors, en théorie, il faut dire quand même que la loi prévoit des droits équivalents pour l'homme et la femme, pour le père et la mère. Mais en pratique, comme vous l'avez dit, c'est complètement différent puisque, grosso modo, 75% des gardes sont confiées à la mère. Alors, déjà, il y a un premier phénomène où le juge considère, en deçà des 3 ans de l'enfant, que le lien entre la mère et l'enfant est tellement fort qu'il n'imagine pas que l'enfant pourrait être confié au père, alors qu'il y a des pères aujourd'hui qui s'occupent des enfants en bas âge. Plus que la mère, lorsque la mère travaille, le père peut ne pas travailler, être complètement disponible. Donc il y a une évolution des mœurs, mais dans les tribunaux, c'est pas de la même façon. Et il y a un autre phénomène également qui fait que les pères se découragent aussi. Ils n'osent même plus demander la garde de l'enfant parce que ils ont dans leur esprit que de toute façon ce sera perdu d'avance. Mais on est d'accord qu'il y a quand même une étude, Maître, qui est faite pendant ces divorces. On regarde les revenus financiers de chacun, la disponibilité de chacun. Pardonnez-moi, mais si le père fait des horaires de bureau et gagne 3 000 euros par mois et que la maman est infirmière avec 1 500 euros, qui travaille la nuit, qui travaille le week-end, etc., je vois pas comment le père ne peut pas aller demander la garde en termes de disponibilité. En tout cas, ce serait beaucoup plus simple que le père et l'enfant. Oui, alors la disponibilité est un élément important pour déterminer le lieu de résidence de l'enfant, mais dans les faits, c'est pas comme ça que ça se passe. Force est de constater que même lorsque le père est plus disponible que la mère, plus souvent, la garde est fixée au domicile de la mère. Alors, on va prendre des réactions d'auditeurs qui nous rejoignent. Une auditrice qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous souhaitez rester anonyme et on va respecter votre choix. Expliquez-nous un petit peu votre témoignage. Moi, je suis la mamie d'un petit garçon de 3 ans. Les parents sont séparés depuis 1 an et ils n'étaient pas mariés. Et ils ont établi eux-mêmes la garde alternée. Donc, 1 semaine chez maman, 1 semaine chez papa. Et tout se passe très bien. C'est un enfant très équilibré, qui est scolarisé, qui travaille très bien, qui apprend très bien. Et voilà, quoi, je milite un petit peu pour la garde pour les papas, parce qu'ils sont tout à fait capables de s'occuper, même des enfants en bas âge, que les mamans. Alors sur la résidence alternée, si vous me permettez d'intervenir, effectivement, ça se passe très bien quand il y a un accord entre les parties, mais la loi n'est manifestement plus adaptée aujourd'hui, parce que lorsqu'un père va demander la résidence alternée, la mère va prétexter un conflit ou provoquer un conflit pour convaincre le juge que la résidence alternée n'est pas possible. Et les dispositions actuelles de la loi qui prévoient que le juge peut imposer pendant 6 mois une résidence alternée et à prévoir comment ça se passe et décider, n'est absolument pas appliquée ou très rarement. Oui, mais là, bon, c'est d'un commun accord, comme ils n'étaient pas mariés,
Oui, mais ils d'un commun se font- accord, ça peut se faire Voilà. très bien, mais le problème, c'est que quand il n'y a pas d'accord, il y a quasiment jamais de résidence alternée. Oui, Ça, oui. On va pouvoir demander également à nos médiatrices, Alexia, Carole, la garde alternée. Est-ce que ça peut être la meilleure solution? Alors moi je pense qu'il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne solution, ça dépend vraiment des parents, de leur mode de vie, de leur vie professionnelle, du caractère, de l'âge de l'enfant. Donc c'est vraiment La situation une géographique discussion. aussi, je pense, ça doit y Situation jouer. géographique, oui, il faut pas qu'il y ait plus de 30 km entre les deux domiciles, que l'enfant puisse garder la même école. Ce qui est vraiment important, c'est la discussion entre les parents pour leur mode de vie à eux, pour leur enfant à eux. Et c'est ce qu'on propose en médiation familiale d'ailleurs. Il n'y a pas de bonne solution. La bonne solution, c'est vraiment regarder chacun comment il vit au quotidien, ce qu'il peut faire, ce qu'il a, et voilà. On a perdu quelqu'un, je sais pas qui, mais on a perdu quelqu'un. Est-ce que aujourd'hui, n'importe quelle situation, tant qu'elle se passe dans, entre guillemets, dans la bonne ambiance, que ce soit garde alternée, un week-end sur deux, est-ce que ça peut bien se passer pour l'enfant? Vous rejoignez un petit peu ce que dit Alexia, Carole. Peu importe la solution, tant que tout est cadré, tout est correct, dans le respect et entre guillemets essayer la bonne humeur, ça se passe bien pour l'enfant? Je suis complètement d'accord avec ce que dit Alexia. Et effectivement, ce qui est important, c'est de prendre le temps de se réunir et d'échanger de tout ce qui se joue autour des besoins de l'enfant, des besoins de chacun, des intérêts de chacun, et de trouver des accords. Donc les accords ne se trouvent pas souvent dans un climat idyllique et dans un monde de bisounours. Évidemment, ça soulève des émotions, ça soulève des colères, des aménagements. C'est un travail difficile pour les parents, mais ça vaut le coup de prendre le temps de se poser et de réfléchir autour de tout ça ensemble et de trouver des accords ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, dans une vision utopique, c'est de la folie, ce que je vais vous dire, mais au final, c'est peut-être pas bête, comme le testament, on pourrait imaginer pareil. Est-ce que, à partir du moment où on se marie, qu'on a des enfants, est-ce qu'on ne pourrait pas, peut-être, déjà réfléchir, au cas où si un divorce se présenterait, de comment on pourrait réagir? Est-ce que c'est envisageable une chose? Non, c'est pas possible, parce qu'en fait, la situation et notamment l'intérêt de l'enfant doit être apprécié au moment de la séparation en fonction de tous les éléments, notamment la disponibilité des parents, vous l'avez dit, et la pratique antérieure des parties. Tous ces éléments doivent être appréciés par rapport à l'intérêt de l'enfant qui peut être évalué qu'au moment de la séparation. Et de toute façon, ça se passe toujours bien quand les parents arrivent à dépasser le conflit conjugal pour se concentrer sur les relations parentales. Mais ça, c'est un gros travail et c'est pas évident à faire. Je pense qu'il y a le rôle également des politiques dans tout ça qui devrait peut-être on va s'adresser, quand on s'adresse aux politiques, bien sûr, dans le coin de ma tête, c'est la ministre de la Justice à qui on pense. Il y a d'ailleurs maître Rech, vous allez pouvoir nous donner votre avis, Christiane Taubira, qui imaginait l'arrêt de la présence d'un juge lors d'un divorce et de le remplacer par un greffier. Est-ce que ça pourrait être une bonne solution ou pas? Non, ça peut pas être une bonne solution parce que dans un divorce, il y a souvent une partie faible et il faut toujours qu'il y ait l'avocat qui soit présent pour renseigner la partie la plus faible, garantir ses droits et que le magistrat, par son pouvoir souverain, puisse contrôler tout ça. Il faut le contrôle d'un magistrat pour que justement la partie la plus faible ne soit pas soumise mais puisse conclure un accord serein, véritable. D'accord. Aujourd'hui, une autre question également qu'on voulait revenir avec Gaëtan, ça va être sur l'histoire de la pension alimentaire. Est-ce que ça aussi, c'est bien défini en France, où il y a des soucis, on peut se retrouver des fois à payer une pension alimentaire qui est assez importante. Est-ce qu'aujourd'hui il y aurait des modifications à faire là-dessus? Alors, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de critère légal pour la détermination de la pension alimentaire. C'est le juge qui va fixer avec les éléments de ressources et de charges qui sont produits par les deux parties, qui va estimer quelle sera la somme adéquate. Il faudrait peut-être, pour éviter les différences de jurisprudence entre les différents tribunaux, peut-être fixer des critères un peu plus restreints pour garantir les droits de chacun. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de barème entre guillemets, comme par exemple pour l'impôt sur le revenu. Il n'y a pas de barème officiel. Il y a des barèmes officieux qui circulent, auxquels on peut se référer, mais pas de barème officiel.
Est-ce que la condition financière justement peut être importante aussi au sein d'un divorce? Ah bah oui, c'est un peu le nerf de la guerre, hein. Les ressources financières, les conditions financières, les pensions alimentaires, tout ça, ça peut batailler fort. Après, ce qu'il faut, c'est vraiment se soucier des besoins de l'enfant, parce qu'à chaque âge, il a des besoins différents en fonction de son rythme de vie, de son niveau de vie, les activités qu'il fait. Donc, il faudrait prendre le temps d'analyser un petit peu tout ça et de regarder combien coûte un enfant pour les parents là. Sachant que voilà, pas le même enfant, mais un enfant du même âge peut coûter plus ou moins cher dans une autre famille en fonction de ses conditions de vie, de la manière dont il vit. Il faut pouvoir analyser ses besoins, les besoins réels de l'enfant, et avec aussi les ressources financières des deux parents, hein, puisque faut qu'ils fassent avec ce qu'ils ont, et voilà, pouvoir. Déjà, il faut le financer, le divorce. Parce que déjà, c'est une obligation, ça aussi, d'avoir un avocat pendant un divorce, maître. Oui, pour le divorce par consentement mutuel, c'est obligatoire. Dans le divorce le contentieux, pour la première phase, celui qui est en défense lors de la tentative de conciliation, celui qui est en défense n'a pas obligatoirement un avocat. Par contre, dans la deuxième phase, c'est obligatoire pour tout le monde, effectivement. Alors, dernière question, on va plutôt s'adresser à nos médiatrices. Alexia, les parents qui sont peut-être en train de nous écouter, je sais pas, un papa dans sa voiture qui réfléchit à comment annoncer qu'il veut divorcer, les conseils qu'on peut leur donner au moment non, alors pas de la façon dont on divorce, hein, ça, je vais vous éviter de vous mélanger à ça, mais du moins la meilleure façon de réagir face aux enfants. Je pense que c'est déjà lui dire la vérité, mais peut-être en avoir discuté quand même avec l'autre parent, voir comment ils vont s'organiser, comment ils vont en parler à l'enfant. S'ils sont d'accord sur la manière dont ils vont en parler à l'enfant, ça se passera mieux que s'il y en a un qui dit chacun de son côté, par exemple, parce que du coup, peut-être qu'ils diront pas les mêmes choses. C'est vraiment effectivement permettre à l'enfant de se sentir le moins coupable possible, parce qu'on sait que de toute manière, il peut quand même se sentir coupable. Mais s'il voit que ses parents discutent ensemble et lui disent ensemble la nouvelle, voilà, ça peut être, c'est toujours la communication et être d'accord sur comment on fait les choses quand on est parent. Ne pas laisser transpire, Carole, peut-être l'émotion également d'une rupture, parce que il y a souvent dans un divorce, je généralise pas, mais souvent dans un divorce, il y a toujours une des deux personnes qui souffrent le plus. Est-ce qu'il faut apprendre à se contenir face aux enfants, Carole, pour éviter peut-être justement de répercuter la souffrance sur son propre enfant? C'est toujours très compliqué, difficile oui. de contenir les émotions, mais effectivement, peut-être le fait de dire les choses à un enfant, et quel que soit son âge, hein, même quand il s'agit d'un nourrisson ou d'un bébé, on peut aussi prendre le temps de dire les choses à l'enfant. On ne dit pas les choses de la même manière à un enfant qu'à un adulte. Effectivement, essayer d'adapter son langage et éviter effectivement d'avoir des éclats et des crises devant les enfants. C'est des choses qu'ils ne comprennent pas et qui les dépassent. Si je peux juste ajouter quelque chose, c'est vrai que en médiation familiale, on peut aussi préparer cette annonce-là. Ça permet aux parents de se réunir et de prendre le temps pendant 1h30 à 2 heures, ce qui est à peu près le temps d'une séance de médiation, de comment on va parler aux enfants. Sur Thionville, il y a 3 associations de médiation familiale. Il y a l'Espace Rencontre, il y a Apsis Émergence, et il y a aussi une association d'avocats qui est Thionville Médiation. Donc des fois aller avant d'entrer dans la procédure ou avant d'entrer en conflit, parfois faire appel à un médiateur familial, ça peut être utile. Est-ce que vous pouvez nous donner également les façons dont on peut vous contacter, des sites internet, peut-être des adresses également de vos enseignes qui peuvent servir aux parents qui sont en train de nous écouter? Alors sur internet, je pense qu'on peut retrouver de toute manière les adresses. Il suffit de taper soit Espace Rencontre, bon, je laisserai Carole le dire. Pour ce qui est de mon association, dans laquelle je travaille, c'est Apsis Émergence. Donc on est situé 6 rue du Cygne à Thionville et on peut nous joindre par téléphone. Donc voilà, sur internet, on retrouve les coordonnées facilement. Carole? Oui, alors effectivement, donc il y a Espace Rencontre qui se trouve 15 boucles des Prés de Saint-Pierre à Thionville. Le numéro de téléphone c'est 03 82 34 79 33 et le site internet espace-rencontre 57@orange.fr. Effectivement, c'est une association qui a plusieurs cordes à son arc. La médiation familiale, bien évidemment, et elle fait aussi office de lieu neutre. Il y a des personnes, des thérapeutes et psychologues diplômés qui font de la thérapie familiale également, de la thérapie conjugale, individuelle. Voilà.
Eh ben, n'hésitez pas en tout cas à retrouver ces associations. N'hésitez pas également à nous appeler au standard. On vous donnera avec grand plaisir les associations qui étaient représentées aujourd'hui. Merci beaucoup Alexia, merci beaucoup Carole. Et Maître Olivier Reich, on va vous laisser conclure. Peut-être un dernier conseil qu'on peut donner à des parents qui sont sur le point de divorcer. Oui, simplement en revenant sur l'enfant, Oui. parce que c'est quand même lui qui souffre le Eh plus oui. en cas de séparation. Je voudrais simplement dire que l'enfant peut aussi avoir un avocat dans le cadre d'une procédure familiale. Et il peut être entendu, représenté et défendu par cet avocat qui va être désigné par l'ordre à Thionville et dont les honoraires sont pris en charge directement par l'État. Donc ça c'est important, c'est un avocat neutre qui n'est pas payé par l'une ou l'autre des parties et qui pourra faire valoir les droits de l'enfant dans la procédure et ça c'est important. Eh ben, c'est un très bon conseil. Merci beaucoup, Maître Reich. On rappelle également, vous êtes correspondant local de l'association SOS Papa qu'on peut retrouver sur Internet, je suppose. Oui, sospapa.net. Eh ben, très bien. Merci beaucoup à tous nos invités. Merci à vous.